Alors, pour le bon déroulement, quelques petites informations. Veuillez bien couper vos caméras et vos micros. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on y répondra à la fin et vous pourrez bien évidemment réactiver votre micro lors de la session questions-réponses. Alors, l'agenda, aujourd'hui, on va commencer en douceur avec la petite situation et le contexte. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment cette loi? On va parler un petit peu du réseau PayPal et de concrètement une facture structurée. Qu'est-ce que ça correspond? Et ensuite, on fera une démo donc, concrètement sur comment implémenter cette facturation électronique de manière automatisée. Et on terminera par une question-réponse. Alors aujourd'hui, donc je suis Dylan Antoine, je suis Business Development Manager chez Computerland pour la partie Digital Factory et je suis accompagné de Brian qui lui est analyste développeur et qui s'occupera de faire la démonstration de l'implémentation de bifacturation. Alors, on va commencer par le contexte. Donc, d'où vient cette fameuse loi? Ça vient tout simplement de la norme européenne EN 16931 qui a pour but vraiment de mettre en place un modèle de données sémantique pour toutes les factures électroniques si on est assujetti TVA. L'objectif, c'est d'avoir une interopérabilité pour garantir vraiment les différents systèmes d'e-facturation et que tout soit bien aux normes, principalement en Belgique, mais l'objectif, c'est que ce soit dans l'Union européenne à terme, pour que toutes les sociétés soient conformes légalement. Et l'objectif aussi principal, c'est d'utiliser une technologie qui sera neutre pour toutes les sociétés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette norme. Si on rentre un peu plus dans le détail, là, je veux parler maintenant de la Belgique, où là, on a la date qui est fixée, hein, donc c'est vraiment le 1er janvier 2026. Toutes les sociétés en Belgique devront utiliser la facture électronique qui sera structurée pour toutes les transactions B2B. Ok, donc ça, il y a vraiment une obligation. Pour tout ce qui est public, marché public, ou donc la marché public, là, c'est vraiment plus, c'est déjà obligatoire, de toute façon, depuis le 1er mars 2024. Par contre, pour la partie B2C, là, on n'a pas d'obligation de le faire. Ok. Au Luxembourg, c'est encore un peu plus flou. Il y a une date en 2029, mais il n'y a pas vraiment un arrêté qui est clair. Par contre, les restrictions seront les mêmes. Obligation pour toutes les transactions B2B. Et par rapport au public, ça c'est déjà en vigueur depuis 2020. On vous a mis des petites vidéos à chaque fois, des liens sources que vous pourrez consulter par la suite. Si on parle un petit peu du réseau PayPal, qu'est-ce que c'est concrètement? Le réseau PayPal, ça va être un réseau qui va permettre de faciliter les échanges entre les différents documents électroniques pour les sociétés, mais également entre les sociétés et les administrations publiques. Concrètement, comment ça va fonctionner? Vous allez devoir, en tant que société, vous inscrire, vous enregistrer à un point d'accès qui est certifié. Donc là, en Belgique, au Luxembourg, ça va être Mercurius, donc vous allez devoir aller sur le site et vous inscrire. Mercurius, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de déposer manuellement ou automatiquement tous vos factures, notes de crédit ou autres sur la plateforme. Donc, vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement. L'objectif, c'est de gagner du temps et de le faire automatiquement. Et pour ce faire, il y a des partenaires qui sont agréés, qui vont permettre de faciliter cette intégration d'envoi de factures électroniques. On entend aussi, quand on parle de facture électronique structurée, le format UBL. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Le format UBL, en fait, c'est tout simplement une facture sous forme de schéma XML. Donc, ça ressemble à du code, où on va pouvoir avoir des composants qui sont réutilisables, que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre société et des produits et des services que vous vendez. Et l'objectif, c'est d'avoir une facture qui est structurée de la même façon pour toutes les sociétés. Et si vous faites ça, logiquement, vous êtes en règle avec la norme européenne EN 16931. Donc concrètement, une facture va ressembler à ça. Donc sur la droite, je vous ai mis une petite capture d'écran. Ça ressemble vraiment à du code où on va pouvoir avoir une structure avec des sections, l'entête, le corps de facture, le pied de page. Et vous allez devoir mettre des informations qui sont obligatoires. Donc par exemple, dans l'entête, on va avoir l'émetteur, le destinateur, les informations sur la facture. Le corps de la facture, tout le détail de vos produits, de vos services. Et le pied de la facture, les informations de paiement et informations complémentaires si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez voir que ça ne change pas énormément en termes de contenu à mettre sur la facture. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est plus la forme qui va varier. Je vous ai mis également deux liens ici dans cette slide. Le premier, c'est un listing de tous les petits composants réutilisables qu'il faut adapter. Donc là, c'est vraiment complet, on dit si c'est obligatoire ou pas. Et vous avez le format qui est déjà structuré. Et en dessous, c'est toutes les règles vraiment à respecter
pour que la facture soit aux normes. Donc là, c'est vraiment hyper bien détaillé. Il suffit de le consulter pour regarder si vous respectez toutes les règles et ce sera mis en place et vous serez aux normes en termes de cette loi. Donc, si on fait une petite comparaison entre maintenant et en 2026, pour créer une facture, bah, avant, c'était en format PDF, on peut l'envoyer par email ou en papier, ça fonctionnait. Maintenant, à partir du 1er janvier 2026, vous serez obligé d'envoyer une facture électronique sous format UBL, en tout cas structuré. J'ai mis validation automatique parce que c'est le but, mais en tout cas, vous pouvez l'encoder manuellement sur la plateforme. Pour tout ce qui est envoi et réception, par contre, ça devra se faire via un point d'accès PayPal. PayPal-Bis, donc ici sur Mercurius. En termes d'intégration, l'objectif, bah, ça va être d'automatiser tout ça, pas le faire manuellement. Si vous avez une facture, on peut encore l'envisager, mais si vous avez plusieurs factures, bah, vous risquez de perdre énormément de temps, déjà à convertir vos PDF en XML, et puis après les mettre sur la plateforme manuellement, vous risquez de perdre énormément de temps. Donc l'objectif, c'est d'automatiser tout ça. Et en termes d'archivage, il n'y a pas une obligation réel d'archiver, mais c'est très fortement conseillé donc d'archiver pendant 10 ans. Et d'ailleurs, les points d'accès agréés sont obligés de garder pendant 10 ans tous les échanges, même s'ils ne peuvent rien faire avec les données, mais ils ont l'obligation, eux, de conserver pendant 10 ans toutes les données qui ont été échangées via le réseau. Donc, ce que vous devez retenir par rapport à ça, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, vous serez obligé d'être conforme à cette règle. Vous devrez donc vous inscrire au point d'accès PayPal, donc Mercurius, et vous devrez envoyer et créer donc vos factures au format UBL. Et pour l'archivage, on vous conseille fortement de garder vos données pour pouvoir être aux normes si jamais la loi évolue. Donc là, c'était pour la petite introduction. Là, je vais vraiment passer au vif du sujet. Donc, je vais laisser la main à Brian qui va pouvoir vous expliquer concrètement bah, comment on va pouvoir implémenter cette e-facturation dans vos outils ERP, notamment Business Central. Oui, donc bonjour à tous. Je vais vous expliquer donc le fonctionnement dans Business Central essentiellement. Donc la structure dans Business Central fonctionne comme ici présenté. On a la plateforme PayPal d'un côté, on a le provider externe vu que on travaille essentiellement avec un provider externe. Il y a possibilité aussi d'avoir un provider qui est directement intégré dans Business Central et je vais vous le comparer juste après. Nous, en tant que Computerland, on travaille avec un provider vu qu'on n'est pas nous-mêmes provider. Donc, comment ça fonctionne? On travaille avec Business Central. On appelle des blobs Azure. Donc, les blobs Azure, c'est une structure dans Azure qui permet de transformer ce qui est intégré dans Business Central en format donc UBL et de pouvoir l'envoyer vers le provider. Donc, le format XML sort de Business Central arrive dans une structure temporelle qui est le blob Azure, qui va lui transiter vers le provider pour partir vers la plateforme PayPal. Et à l'inverse, revient vers le provider, se retransforme dans le blob Azure pour intégrer Business Central. Au niveau donc des providers, donc là il y a une petite comparaison entre les providers qui est faite. On a différents points d'accès au niveau Business Central, comme je viens de l'expliquer juste précédemment. On a deux qui sont intégrés dans Business Central, qui sont Pagero et Avalara pour le moment. Donc, ce sont des providers intégrés dans Business Central. Ils ont le système qui est de type API, c'est-à-dire qu'on a des envois et réceptions instantanés avec une évolution pour s'il y a eu des problèmes lors de l'envoi vers la plateforme. On a les détails. S'il y a des warnings ou autres, on voit vraiment le tout dans Business Central. Le fonctionnement, par contre, c'est un prix à la transaction. Ça veut dire qu'à chaque envoi ou réception, on a donc le prix, plus il y aura un prix mensuel fixe à avoir avec le partenaire, que ce soit Pagero ou Avalara. Et bien sûr, que ce soit, peu importe le partenaire, on a toujours de la configuration dans Business Central et les points d'accès. Au niveau donc Computerland, par contre, comme il n'est pas provider directement, on a un paramétrage à faire pour avoir le lien vers le provider externe.
On travaille essentiellement avec Babelway, c'est pour ça qu'on l'a mis en suggestion, mais il y en a plein d'autres. Il y a une liste suggestive par PayPal qui propose toute la liste des providers avec qui ils travaillent. Donc l'extension, par contre, est à configurer dans Business Central en fonction du provider qui a été sélectionné. Ça fonctionne en SFTP où on a la possibilité d'envoi d'email, mais l'envoi d'email est déconseillé au niveau de la sécurité parce que, comme vous pouvez le constater, un envoi d'email, c'est dans une boîte mail et au niveau sécurité, c'est pas aussi poussé que le SFTP où là, on a une sécurité d'envoi ou dans un système fermé. Le prix est mensuel fixe, donc on a l'extension PayPal plus le provider à prendre en compte. Avec un prix fixe, on n'a pas de supplément à la transaction comme c'est le cas intégré avec le module d'API. Et la configuration, bien sûr, comme je vous ai dit, est pareil. Il y a toujours de la configuration, mais là, ici, c'est la configuration et dans BC et le lien avec le partenaire. Alors, je vais vous faire donc la démonstration dans Business Central. Ouais. Au niveau donc Business Central, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ERP qui intègre un peu toute la solution directement en une seule application. Ici dedans, donc on a un paramétrage possible avec les partenaires intégrés. Voilà, donc ici, si on crée un nouveau, on a par défaut pas d'intégration et on a possibilité de paramétrer toute l'intégration avec Pagero et Avalara. Et donc là, ici, il faut vraiment demander en fonction de Pagero ou Avalara les infos de connexion pour pouvoir y accéder. Et donc là, c'est à voir avec eux ou avec nous qui prenons contact directement avec eux pour vous aider à paramétrer tout cela. Donc voilà pour le fonctionnement des deux partenaires intégrés. Alors au niveau Computerland, on a une extension qui a été mise en place qui permet de faire un lien vers un provider externe. Donc ici, on a le SFTP ou l'email. Donc ici, j'ai paramétré l'SFTP pour vous montrer donc, un envoi sécurisé. Une fois que le paramétrage est fait, on a un système intégré, automatisé dans l'application. Donc, c'est transparent après pour l'utilisateur. Au niveau des documents, que ce soit validé ou pas, on peut donc réenvoyer des documents vers la plateforme si on s'est rendu compte qu'il y a eu un problème. Donc, la différence que je vous disais entre l'API et les CFTP, c'est que les CFTP, on l'envoie chez le partenaire et s'il y a des erreurs, le partenaire va vous envoyer une notification comme quoi il y a eu un problème de correction pour, par exemple, un champ manquant obligatoire au niveau de la structure XML. Et dans ce cas-là, il y a une correction à faire et le réenvoyer. Donc, dans ce cas-là, on peut le réenvoyer au niveau des documents validés, déjà pré-validés. Donc ici, si je vais sur une facture enregistrée, je vais vous montrer au niveau d'un client. On a donc la possibilité d'envoyer un document ici au niveau d'une facture. Au bouton Envoyer permet de définir. Donc ici, c'est un client qui est proposé par défaut en tant que facturation électronique. Et quand je vais cliquer pour envoyer le document, donc il l'envoie vers la plateforme. Ici, j'ai mon SFTP intégré qui me permet au niveau de BC de voir que le document est bien arrivé. On a dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu d'envoyer vers des clients, enfin vers la plateforme, on peut récupérer de la plateforme. Ici, je peux simuler l'envoi de la plateforme, je l'intègre ici dans le tout BC et au bout d'un certain temps, parce que ce n'est pas instantané, il va s'intégrer sur la plateforme Business Central. Il va arriver au niveau des documents entrants. Donc ici, on a un système de documents entrants au niveau des achats. Donc, dans les achats, on a le système ici qui importe les documents entrants. Il arrive ici dans le flux.
On voit que le document est importé. Il vient se placer en automatique en PayPal Invoice parce que c'est un XML qui est formaté d'une certaine structure et donc Business Central arrive à repérer des balises précises dans le fichier qui intègrent automatiquement le système PayPal. On a les factures ou les avoirs et la structure est légèrement différente, donc il arrive à s'adapter et est proposé en automatique. Derrière, on a les informations ici en dessous avec la structure du fichier et les informations du fournisseur qui est reçu dans le fichier XML UBL BIS3. Ça permet de vérifier le contenu et de pouvoir par la suite lier avec un fournisseur qui est directement dans Business Central. Il faut bien faire attention que le fichier XML a une structure bien définie et c'est ce fichier qui va imposer les liens et la création vers le fournisseur. Donc, le nom du fournisseur est très important et d'autres informations comme l'adresse ou le numéro de société qui sont vraiment à respecter pour que on puisse automatiser le tout. Autrement, le lien ne pourra pas être fait en direct et il faudra le refaire manuellement pour le lier par la suite dans l'application. Donc ici, je peux créer un document. Quand je lance création d'un document, il va directement rechercher dans l'application pour lier et créer ma facture d'achat. Il me met des avertissements éventuels. Donc ici, j'ai un montant qui s'est mis. Le montant est différent du montant qui s'est créé dans l'application pour éventuellement de la TVA qui pourrait être différente ou qui a été paramétrée différemment entre l'application et ce qu'on a reçu du fournisseur. Et donc là, il est possible après d'aller modifier au niveau de la facture pour correspondre à la facture du fournisseur. Donc voilà pour la démonstration. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, ouais, je vois qu'il y a une question dans le chat, quelqu'un a levé la main. Mhm. Attends. Oui, bonjour, je me permets de me démute parce que ça va être trop long sinon. Vous dites donc que le fournisseur doit être configuré de telle manière à ce que ça se reconnaisse automatiquement quand ça s'encode. Donc avec le même Oui. nom, tout ça, enfin strictement les mêmes infos. Donc c'est tout un travail si on crée un peu nos fournisseurs à la va-vite, qu'on a mal, fait une faute d'orthographe ou quoi, on va devoir tout retravailler de ce côté-là? Oui, donc c'est ce que on a eu beaucoup de cette question-là aussi qui est revenue. En effet, il faudra absolument, en fait, sur la plateforme PayPal, on s'identifie pour créer, comme Dylan l'a dit au départ, on va s'identifier avec un nom de société et un numéro de TVA ou un numéro qui va être attribué par la plateforme pour un département. Si on a plusieurs départements dans la même société, on va pouvoir définir des numéros différents avec les départements. Et donc, dans ce cas-là, il faudra respecter absolument ce qui a été défini sur la plateforme. Et donc là, oui, c'est une redéfinition des fournisseurs. Ou même pour les clients, il n'y aura pas le problème parce que c'est un envoi, mais pour la réception, oui. Et du coup, est-ce qu'on a moyen d'aller voir les informations de nos partenaires fournisseurs sur la plateforme pour pouvoir, comment dire, s'ajuster? Ça, malheureusement, je ne sais pas si on a une liste de tous les personnes qui sont définies sur la plateforme. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Je sais que idéalement, ce serait que lors de la première utilisation, vos fournisseurs ou vous, quand vous l'envoyez à vos clients, donnez les informations pour que eux puissent les encoder et qu'il n'y ait pas de problème. Ce serait une bonne pratique pour éviter de devoir chercher Euh, à chaque fois les informations. yes, mais Brian, je rajoute un petit complément d'information. Il y Oui. a une liste avec toutes les personnes qui sont déjà enregistrées. Je vais essayer de retrouver le lien, mais ça, on sait le voir. Donc, on sait retrouver toutes les personnes qui sont enregistrées et avoir les informations. Ça va. Bien. Merci beaucoup. Chercher le lien. Il y a également des questions dans le chat.
Avez-vous prévu une extension pour les versions antérieures ABC comme NAV 2017? Je te laisse répondre. Oui. Donc, il n'y a pas une extension pour les versions nav avant Business Central, mais il y a possibilité de l'intégrer, oui. Donc, il y a toujours possibilité de mettre en spécifique tout le flux qui existe ici pour Business Central, à savoir que tout ce qui est avant BC, donc tout ce qui est en Navision, n'a pas d'extension BIS3. Donc, quand on parle de BIS3, c'est le format UBL XML qui est imposé par PayPal. Cette version-là est arrivée après Navision, donc à partir de BC. Et donc, pour pouvoir l'avoir dans Navision, il faut intégrer un spécifique pour générer ce fichier XML UBL BIS3. Et donc là, c'est tout en spécifique, mais c'est fonctionnel pour pouvoir les envoyer. Donc là, avec le SFTP aussi, il n'y a pas de souci. On peut le faire en spécifique. On l'a déjà intégré chez plusieurs de nos clients. D'autres questions? On ne t'entend pas, Dylan. Ouais, pardon, ouais. Comment gérez-vous les imputations sur les différents axes analytiques? Les imputations sur les axes analytiques. La bonne question, parce que ça n'a pas d'impact réellement au niveau PayPal. Donc là, c'est vraiment dans l'application. Les axes analytiques ne sont pas réintégrés dans PayPal en tant que tel. Vous m'entendez? Oui. J'ai une petite question concernant les extraits bancaires, donc la facturation de services bancaires, où il y a aussi TVA. C'est considéré comme une facture? Euh, j'ai pas très bien compris la question, par contre. Donc, Euh, les services bancaires donc, oui. qui viennent des banques belges, donc il y a une Mhm. TVA qui est appliquée. Est-ce que ça, c'est considéré comme une facture aussi? Non, service bancaire en tant que tel, non. C'est aussi des fichiers qui arrivent en XML, mais ce n'est pas les formats PayPal. Donc, c'est vraiment PayPal, c'est pour la facturation. Ce n'est pas pour la partie paiement. Merci. C'est deux choses séparées. Yes. Autre question. Comment gérez-vous le rapprochement avec un bon de commande achat ou des entrées en stock BL? Donc le rapprochement, ben, ça, je peux le remontrer au niveau de la démo. Donc on a différentes possibilités. Soit on l'a en automatisation, c'est des comptes bancaires, et donc dans ce cas-là, ils vont se créer en compte bancaire tel quel. Soit si c'est des articles que le fournisseur envoie, on a possibilité ici au niveau des documents des préparations, pardon, de mapper du texte. Et donc là, ici, on va avoir du texte qui arrive, on va le pouvoir dire, il correspond à tel fournisseur, tel compte, et donc on va pouvoir lier les informations. On a donc la possibilité ici de faire une création pour vers des comptes. On a l'autre possibilité, c'est de créer le document ici manuellement. Il va donc créer directement ce document vierge et on peut reprendre les informations de la commande qu'on a envoyée au fournisseur pour pouvoir les extraire depuis BC et fonctionner comme on fonctionne dans l'application déjà hors PayPal. Donc, c'est-à-dire qu'on fait le fonctionnement classique. Il y aura juste le lien du document qui va se mettre sur la facture que l'on fera à la main dans ce cas-là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et donc, on a toujours le lien avec la commande fournisseur qui permet de le faire en automatique à condition que, on ait déjà les informations bien remplies qui correspondent du fournisseur. Donc, si on a des articles qui arrivent du fournisseur avec des codes articles, il faut que ces codes articles soient dans l'application liés pour pouvoir les faire de manière automatique. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Yes. Alors, il y a encore donc une personne qui a levé la main et deux questions encore dans le chat. Oui. Euh, donc, je propose que Laurent, qui a levé la main,
peut déverrouiller son micro, comme ça on peut avoir la question, puis je répondrai aux questions du chat par après. Oui, c'était la question de mon collègue ici, Thomas. C'était sur les extraits bancaires. Donc, Ok. Parfait. ça s'est croisé. Ok, top, top. Ok, donc dans le chat, on a encore un peu salé automatique quand le numéro de référence est sur la facture. Est-ce que ça peut être automatique si le numéro de référence est sur la facture? J'ai pas bien compris la question. Oui, oui, oui. Si, Ouais, c'était ouais, un bon. peu ce que j'ai répondu juste Ok. avant. Donc, c'est que si le numéro de commande fournisseur est rempli au niveau du fichier de la facture PayPal, il y a un système automatique qui permet de relier l'information avec la commande fournisseur dans l'application. Et alors, autre question, comment se font les approbations des documents entrants? Donc là, c'est le fonctionnement d'approbation. Donc, c'est pas au niveau de PayPal. Donc là, c'est vraiment du spécifique au niveau Business Central. Ça va changer en fonction des ERP. Donc ici, c'est simple, c'est un problème, c'est un système d'approbation. On envoie une demande d'approbation qu'on configure dans l'application. Et donc, on a un suivi d'approbation en fonction de la configuration qui a été faite au niveau de l'application en tant que telle. Donc, si on demande à une personne de confirmer, on envoie demande d'approbation, la personne va valider, etc. Et seulement après, ça va se générer. Donc, ça, c'est un flux d'approbation de Business Central. C'est propre à Business Central, c'est pas dépendant de PayPal. On peut automatiser, hein, du coup, Brian. Qu'on peut automatiser, bien sûr, oui, 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 oui. Oui, en fonction de la configuration, c'est de l'automatisation ou pas, oui. Bonjour, juste une question. Si jamais la validation rejette la facture, que doit-on faire au niveau PayPal et qu'est-ce qu'il se passe en fait? Est-ce que la facture continue via le moyen actuel qui est une note de crédit classique ou alors est-ce qu'il y a d'autres actions à réaliser au niveau PayPal? Ça dépend en fait du rejet. Si par exemple c'est un champ manquant, comme par exemple il y a un champ qui est demandé pratiquement tout le temps chez les providers, mais qui n'est pas obligatoire dans Business Central, c'est le votre référence. Ce champ-là, s'il n'est pas rempli de base, peut générer des erreurs. Et alors, dans ce cas-là, il faut venir le remplir au niveau de la facture enregistrée ou remodifier les informations sur la facture enregistrée des champs qui sont manquants ou erronés et renvoyer à nouveau, refaire un envoi de la facture qui reviendra vers la plateforme. Et du coup, le provider va annuler la première facture qui s'est erronée et elle va être remplacée par le nouvel envoi qui va lui être envoyé vers la plateforme PayPal. Cela signifie donc que si une demande d'approbation en interne pour une facture qu'on ne devait pas recevoir ou qui est complètement erronée au niveau du montant, euh, doit suivre un chemin particulier également, ou alors ça n'a. C'est encore différent. Si elle arrive en entrant, ça veut dire qu'elle a été validée sur la plateforme, ça veut dire qu'elle est authentique et qu'elle est confirmée, validée et conforme. Donc, quand elle arrive avec des montants erronés, là, c'est au niveau de l'application qui aura des vérifications humaines à faire pour se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas les mêmes montants entre ce que on a reçu au niveau de la facture PayPal et ce qui est rempli dans l'application. Donc là, c'est une vérification humaine. Souvent, c'est un problème, soit que la TVA s'est mise dans le montant. Ici, par exemple, c'est le montant hors TVA, il est à 1299. Et dans l'application, si je le montre, il va être mis dans le montant TTC à 1299. Donc, il faut aller vérifier pour adapter, mettre dans le montant hors TVA les montants qui sont repris sur la facture. Je peux vous le montrer ici. Hop. Il prendra un petit peu de temps à ouvrir. Voilà. Donc ici, on voit que le 1299, il est ici avec hop, on voit peut-être les images. Voilà. Il est repris hors TVA en dessous et il est avec la TVA à 1299. Donc il a inversé les montants entre l'hors TVA et la TVA. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre le fichier. Donc le coût, en fait, n'est pas bon et il y a une adaptation humaine à faire.
Donc là, c'est souvent du D'accord. paramétrage la première fois sur le fournisseur qui est peut-être défini avec valeur qui correspond à de la TVA comprise, or qui devrait être hors TVA. D'accord, mais je parle plutôt d'une erreur de facturation, c'est-à-dire que le fournisseur a envoyé une facture erronée et Oui, elle arrive chez nous et donc elle est validée en entrée, on n'a pas le choix, elle est validée en oui. entrée, on dit oui, en effet, la finance valide cette facture et ensuite elle continue son petit bonhomme de chemin à travers les différents départements pour être Mhm. validée. Par Oui. exemple, une première personne valide que le contenu a l'air correct et une deuxième Mhm. personne qui est le validateur au niveau paiement dira oui, en effet, le montant est bien correct également. On imagine une Oui. double validation interne après la validation de la facture en entrée. Donc, hein. Et Mhm. là, on se dit, mais non, il y a une erreur. Il y a une erreur, ils ont doublé ou ils ont dupliqué les lignes de facturation. Le montant n'était pas ce qui était convenu au niveau du bon de commande. Quelle que ce soit l'erreur, c'est une erreur du fournisseur, tout simplement. Est-ce qu'il y a un Oui, chemin particulier à suivre au niveau PayPal dans ce cadre-là, ou est-ce que c'est oui. quelque chose en interne entre le fournisseur et nous avec une note de crédit simplement? Ce sera avec une note de crédit et justement, c'est un flux avec PayPal. Donc, ça veut dire que la facture qui est erronée, vous allez la contester comme on fait sur une facture quand elle n'est pas correcte et qu'il y a un problème de montant. Donc, ils vont vous faire une note de crédit qui va revenir sur la plateforme PayPal, qui va arriver chez vous et une nouvelle facture va arriver avec la correction. Ok, mais il n'y a pas de message PayPal à renvoyer en disant attention, cette facture Non, n'était pas non, bonne. non, C'est pas non, nécessaire. non, Ok. non. Autre question, est-ce aussi possible de lier plusieurs références sur une facture en automatique? Sur une référence de BL, sur une facture. Plusieurs références de BL, oui, bien sûr, mais alors dans ce cas-là, c'est le flux de récupération de commandes. Donc, c'est création d'une facture vierge et alors on peut récupérer au niveau Business Central autant de BL qu'on a besoin qui correspondront à la facture finale du fournisseur. Ou même dans l'autre sens, puis mettre plusieurs BL et générer une facture. Donc là, c'est le fonctionnement standard. Donc, on crée une facture sur base de plusieurs BL et on l'envoie. Peu importe le contenu de la facture, on l'envoie en une fois, toute la facture. Ok, top. Le format XML plus PDF n'est pas requis PayPal. N'est pas requis PayPal. Non, de base, PayPal n'intègre pas le PDF. Donc, nous, on le propose d'office dans notre extension pour que, il soit d'office intégré et que l'utilisateur final reçoive quand même, en plus du fichier XML, du contenu visuel en PDF. De base, il n'était pas prévu dans leur application, mais on peut l'avoir en additionnal référence. Donc, c'est un champ supplémentaire qui permet d'envoyer une annexe au document, donc intégré dans l'XML. Par contre, ce que certains proposent, c'est d'utiliser donc l'envoi. Donc là, je vais vous le montrer au niveau des factures validées. Voilà, donc par exemple, ici sur un document de facture, on peut envoyer, mais on peut aussi demander d'envoyer par email la facture. Donc, ça veut dire qu'on peut envoyer le document sur la plateforme Mercurius PayPal, donc en format PayPal BIS3, mais on peut envoyer également directement chez le client le PDF de la facture en parallèle. Donc ça, c'est toujours possible de l'avoir et de cumuler plusieurs moyens d'envoi. On peut toujours conserver l'ancien, à savoir envoyer par email la facture au client et en parallèle l'avoir sur la plateforme. Ça, c'est toujours faisable. Mais de base, oui, le PDF, nous, dans notre extension, on l'a intégré. Ok. Alors, une autre question, Euh, madame. Ouais, je t'en Je prie. vais répondre encore à une autre chose que je pense Mhm. en même temps. Au niveau des documents entrants, si on reçoit donc l'XML avec l'additionnel référence, donc le PDF, il y a intégration dans Business Central du fichier avec les données et en même temps, il y aura une annexe jointe avec le PDF. Ok.
Alors, autre question. Concernant les champs de la facture qui ne sont pas repris dans le document venant de PayPal, je pense ici à l'axe analytique, est-ce que la formation peut être reprise automatiquement via la configuration du fournisseur ou du compte comptable? Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne, justement. C'est en fonction du compte comptable et de la configuration qu'on va faire, comme j'ai montré ici au niveau des documents entrants. On paramètre le fournisseur avec des descriptions et on définit un compte comptable. Et en fonction du compte comptable, il va reprendre le paramétrage. Il y a d'autres questions? Je pense que là, j'ai fait le tour du chat, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. Donc, Brian, pour résumer, là, l'objectif, c'est que tout le monde, au final, s'enregistre sur la plateforme Mercurius. Ensuite, si on veut intégrer et automatiser ce processus-là dans Business Central, ou n'importe quel autre ERP, hein, mais il y aura pour nous, en tout cas, 2 jours de configuration, c'est un forfait. Et puis après, tout sera de manière automatisée, comme dans BC, envoyé, ça reconnaîtra PayPal directement le format, puis ça s'enverra automatiquement et on C'est réceptionnera ça. aussi. Et donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on peut le configurer par client. Donc, ça veut dire que s'il y a certains clients qui n'utilisent pas encore la plateforme, on peut les laisser comme ils sont avant. Donc là, je vais venir au niveau des clients. Voilà, donc par exemple, le premier, je vais le prendre ici. On a envoi direct, ça veut dire que on extrait un fichier ici en téléchargement qu'on garde sous la main. Là, c'est un exemple qu'ils ont ici. Après, il y a ici une configuration par défaut, ce qui prendra le profil d'envoi de document qui est défini par défaut. Donc, si on définit un élément par défaut, c'est celui-là qui va être pris. Et après, on peut préciser de forcer l'envoi via la plateforme PayPal. Donc, si on veut par défaut continuer à travailler avec l'envoi d'email, on laisse l'envoi d'email par défaut et on définit sur chaque client qui utilise PayPal et a donné les informations PayPal, le profil d'envoi PayPal qui permettra d'afficher, quand on a vu le bouton d'envoi, directement la configuration PayPal. Top, merci. Ok, pas d'autres questions. On va pouvoir du coup clôturer tout doucement ce webinaire. Peut-être que vous allez recevoir comme d'habitude une petite pop-up avec une petite enquête, aussi une question. Oui, une petite question. On Ouais. parlait de 2 jours d'intégration pour les systèmes NAV anciens. C'est 2 jours d'intégration aussi pour les très très vieux systèmes NAV? Ça, c'est à confirmer le temps exact qu'il faut. Je ne saurais pas dire exactement, mais c'est dans la même plus ou moins dans le même temps, oui. Ce sera pas beaucoup plus en tout cas. Je pense vraiment, c'est la configuration reste pareille au niveau Navision que Business Central au niveau configuration générale. Par contre, il y a le spécifique à intégrer en plus. Mais ça, on l'a déjà mis en place, donc c'est pas énorme pour ces champs-là à mettre en plus, quoi. Ok, ok. Merci bien. J'ai encore une question concernant le plateforme, donc pas Business Central, Navision, mais est-ce qu'on peut déjà, cette année, dans un environnement de test, essayer d'entrer des factures? Oui, oui, oui. Donc en fait, la plateforme Mercurius a deux environnements. Elle a un environnement de test et un environnement de production. Donc à partir du moment où vous vous êtes inscrit, vous avez accès à ces deux environnements. Et donc il est possible d'envoyer des factures vers cette plateforme en test. Et donc si vous l'envoyez en test, les clients recevront aussi sur leur test la partie. Donc ça veut dire qu'il y a toujours moyen de faire tous les tests sans forcément avoir les informations envoyées réellement. Ok, mais Mercurius, si j'ai bien compris, c'est lié à votre logiciel.
Non. Mercurius, en fait, c'est la plateforme que PayPal utilise pour la Belgique. Donc, c'est une plateforme proposée. Donc, Mercurius, c'est ce qui permet de faire la transition vers PayPal, qui est la notion, en fait, générale de facturation électronique. Donc, Mercurius, c'est la plateforme belge et je crois que le Luxembourg aussi, si je ne me trompe pas, il y a les deux. Donc, Belgique et Luxembourg utilisent Mercurius et l'Italie, c'est une autre plateforme, c'est un autre nom, mais donc PayPal arrive à transiter, peu importe les plateformes qui sont utilisées par les pays, mais les pays préconisent ou imposent, comme c'est ici le cas, Mercurius comme plateforme officielle pour transiter vers PayPal. Donc, il y a d'un côté donc la liaison avec l'ERP. Oui. Est-ce qu'il existe aussi pour les plateformes un système de OCR pour intégrer ça, pour entrer des factures en PayPal? Donc, si on scanne une facture et qu'il met directement les factures en PayPal via scanning de la facture. Je sais qu'il y a la possibilité d'OCR dans Business Central. Je ne sais pas si par contre, via l'OCR, ils ont intégré automatiquement la lecture de l'XML PayPal. Mais je suppose qu'il y a une possibilité aussi à terme d'utiliser l'OCR à la place du système automatisé FTP ou autre qu'on a mis en place. Oui. Ouais. Et ça, Pourquoi pas. si jamais il n'y a pas cette notion-là dans Business Central, mais je pense qu'elle est présente, hein. On a un outil qui est DocuWare qui permet justement de faire toute cette sérisation de facturation ou autre, qui ne crée pas les factures, mais on peut lier ça à Business Central, ce qui permet de sériser Oui. le tout, et puis après de transformer en XML et d'envoyer via sur le réseau PayPal. Donc ça, il y a des solutions qui sont disponibles. Ouais. Bonjour à tous, excusez-moi, je vais intervenir, hein, Laurent Jadot, pour répondre de manière plus précise. Si monsieur pensait en termes de sérisation à la solution de Continia, Document Capture, que beaucoup d'entre vous utilisent aujourd'hui, oui, c'est annoncé par Continia, effectivement, le lien de Document Capture avec PayPal. Donc, on attend des informations plus précises par rapport à cela de la part de l'éditeur, informations qu'on devrait recevoir dans quelques jours, quelques semaines maintenant. Et évidemment, dès qu'on a ces informations, ben, on vous les transmet. Donc voilà, maintenant, évidemment, se posera la question de savoir s'il reste pertinent de poursuivre de l'ossérisation à partir du moment où vous utilisez évidemment la plateforme et la solution PayPal. Et alors, je me permets de répondre à une dernière question également qui vient d'être posée. Concernant la solution Power Partner, hein, qui est le deuxième ERP que nous commercialisons. Et donc là, honnêtement, non, on n'a rien prévu concernant PayPal sur Power Partner. Là maintenant, s'il y a un besoin précis par rapport à cela, clairement, il faut que l'on en discute ensemble. J'imagine effectivement que techniquement, on pourrait proposer une solution, mais clairement, ce sera spécifiquement alors client par client. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Ok, pas d'autres questions, vous êtes sûr? Yes. Si pas d'autres questions, bon, on va pouvoir clôturer alors ce webinaire. En tout cas, merci à tous d'être venus ce matin pour pouvoir écouter toutes ces informations. J'espère que ça aura été utile pour vous. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas posées, n'hésitez pas à revenir également vers nous. Et ben, je vais pouvoir clôturer en vous souhaitant une excellente journée. Bonne journée.